Bonjour à toutes et à tous. Le webinaire Le Café du génie industriel est organisé de la façon suivante. D'abord, un petit film de présentation d'une mission de l'école, puis vous allez voir une séquence d'enseignement, ensuite une question industrielle que nous partageons avec nos partenaires, une séquence de recherche et enfin, ça se termine avec la présentation d'une association étudiante. Voilà, ça sera toujours ce même format pour l'ensemble des épisodes de ce webinaire. Appréciez. Smart Grenoble-Alpes, c'est une plateforme technologique, académique, tournée vers les concepts de l'industrie du futur. C'est un centre technique d'expérimentation qui va permettre à la fois aux chercheurs, aux étudiants, aux enseignants et aussi également aux industriels de travailler ensemble pour mieux comprendre et pour mieux construire les usages, les organisations, les technologies de l'industrie du futur. Concrètement, les plateformes Smart Grenoble-Alpes vont permettre d'aborder différentes situations avec les étudiants et également avec les chercheurs et les doctorants. On va pouvoir par exemple s'intéresser à concevoir les systèmes de production du futur. Donc ça peut se faire notamment au travers de la plateforme de gestion des opérations pour travailler sur les ateliers flexibles, où on va pouvoir mettre en œuvre des AGV, on va pouvoir également s'intéresser aux jumeaux numériques. Un autre point de travail et d'étude, c'est tout ce qui est conception des produits et conception des produits innovants. Donc là, les étudiants vont pouvoir avoir accès à toute une palette de logiciels de bureaux d'études, tout ce qui est autour de l'ingénierie numérique. Ils vont pouvoir mettre en œuvre également de la réalité virtuelle. Ils vont pouvoir prototyper leurs solutions sur des solutions d'impression 3D, donc au travers du Fab Lab par exemple. Et puis, ils vont pouvoir se familiariser aussi avec des solutions de production innovantes. Donc tout ce qui est autour de la fabrication additive, pour laquelle on met à leur disposition différentes technologies, telles que l'EBM ou telles que le WAM, par exemple. Les plateformes Smart Grenoble-Alpes vont aussi permettre de travailler sur l'automatisation des systèmes de production. Donc ça va se faire notamment au travers de la plateforme SIM, qui est dédiée à cette activité. Et enfin, on va pouvoir s'intéresser à tout ce qui est gestion et optimisation des opérations. Donc ça va se faire à nouveau sur la plateforme Operations Management, où on va pouvoir manipuler des cobots, de la réalité augmentée, s'intéresser à l'ergonomie du poste de travail, par exemple. Donc en tant que Learning Factory, ces plateformes de Smart Grenoble-Alpes, elles permettent réellement une co-construction de l'industrie 4.0, co-construction par à la fois les étudiants, les enseignants, les chercheurs et le monde industriel. Le but étant d'aboutir ensemble à la fois des solutions industrielles plus performantes, mais à la fois plus durables dans le futur. Le projet d'innovation produit-service est une semaine organisée par l'école d'ingénieurs Grenoble INP Génie Industriel qui rassemble une centaine d'étudiants pour travailler sur des projets industriels portés par une entreprise. En l'occurrence cette année l'entreprise Becton Dickinson qui a apporté des sujets sur des auto-injecteurs dans le domaine du médical.
Donc pendant cette semaine banalisée, une centaine d'étudiants par groupe de 10 appliquent la démarche du design thinking qui va de la définition du besoin jusqu'à l'étape de prototypage rapide en passant par une phase de créativité. Cette semaine, on a un projet qui s'appelle le projet d'innovation. On est en relation avec une entreprise, il y en a qui travaillent sur de l'auto-injecteur du futur, d'autres qui travaillent sur le développement de l'auto-injecteur actuel. Et nous, notre groupe se concentre sur l'amélioration de la communication pour accélérer la mise sur le marché du produit combiné. Mon rôle dans cette semaine de l'innovation, donc encadrer les étudiants avec l'équipe enseignante qui est dédiée, donc on est 6, et plus particulièrement d'encadrer les étudiants pour les aider à prototyper leurs idées, donc avec des moyens tels que l'impression 3D ou des moyens un peu plus basiques tels que le carton, la découpe, pour leur faire pratiquer le principe du design thinking, donc avec des itérations rapides pour voir rapidement les concepts à éliminer ou à conserver. Ça c'est une partie du prototype qu'on a imprimé. Nous, ce qu'on fait, c'est un piston injecteur. On a fait notre assemblage sur SolidWorks et maintenant on va essayer de regarder en réalité virtuelle pour voir l'ergonomie un peu de notre seringue. Du coup, sur les deux côtés, il y a deux capteurs qui regardent la position dans lequel et l'objet. Et avec le casque et les manettes, qui permettent de voir et de prendre en main la seringue. Là, tout à l'heure, on avait une version très brute sur la réalité virtuelle. Et nous, ce qui nous intéresserait, ça serait de pouvoir montrer toutes les parties intérieures. Donc on voudrait faire une sorte de vue éclatée. Là, on est sur la phase finale. On a pratiquement tous terminé le prototypage de la solution qu'on propose. Et donc il nous reste juste à préparer la soutenance pour demain. Moi, pour ma part, ça m'a apporté une découverte de la réalisation d'un projet en groupe. On avait déjà eu ça l'année dernière avec le GIP, mais là, c'était un projet un peu plus poussé où il fallait présenter des solutions réalisables et avec tout ce qu'elle considérait, donc l'aspect financier, l'aspect technique. Ça a été une immersion sur un projet qu'on pourrait réaliser plus tard dans notre travail. On a vraiment pu mettre en commun des idées, réfléchir ensemble, aborder des nouveaux concepts. On a vu pas mal de conceptions en utilisant des logiciels comme SolidWorks, Creo, enfin des logiciels mis à disposition par l'école. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'on a pu se placer dans une situation qui se rapproche des situations réelles en entreprise. Donc c'était sympa. Bonjour Romain, merci pour la présentation de cette démarche pédagogique qui est le projet innovation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste, qu'est-ce que représente vraiment le design thinking? Est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à d'autres démarches d'innovation et puis comment vous embarquez les élèves dans cette démarche? D'accord. Donc le design thinking, c'est l'une des méthodes de conception et en particulier dédiée à l'innovation que les étudiants apprennent au sein de génie industriel, donc durant leur parcours d'ingénieur. Donc le design thinking n'est pas enseigné dans une unité d'enseignement spécifique, elle est déployée dans ce projet qui est le projet d'innovation. Donc le but du design thinking, c'est une démarche qui est avant tout créative, de conception,
qui a la particularité de se concentrer sur les utilisateurs. Donc c'est vraiment une approche de conception centrée utilisateur. Il faut bien comprendre quels sont les publics concernés par notre produit et notamment les usages du produit que vont faire les utilisateurs. Donc il faut bien essayer de caractériser les usages qui peuvent être divers et variés en allant à la rencontre des potentiels utilisateurs sur le terrain. Donc les étudiants sont invités à sortir des cadres de l'école et d'aller dans la rue pour rencontrer des utilisateurs finaux, de récolter leurs besoins, leurs difficultés avec les solutions actuelles et puis d'essayer d'intégrer toutes ces analyses terrain dans leur démarche de conception, c'est-à-dire en particulier dans leur analyse du besoin, qui est la première phase du design thinking. C'est pas la créativité feuille blanche d'une façon, enfin totalement, d'une certaine façon. On part un petit peu du réel, puis après, effectivement, on explore. Hein, on entre dans une dynamique d'exploration. On voit bien l'usage des post-it, mais en fait, finalement, c'est quoi c'est juste mettre des post-it ou il y a autre chose derrière ça? Effectivement, on récupère le besoin client et puis la première chose à faire, c'est d'essayer de le formaliser un peu. Donc pour formaliser, on pourrait faire ça avec des outils de modélisation qui sont, on va dire, difficiles à prendre en main, donc qui nécessitent du temps de formation. Les post-it, c'est un moyen qu'on pourrait caractériser d'agile pour que n'importe qui s'implique dans le processus de conception puisse participer activement dans la démarche de créativité. Les post-it, les tableaux blancs et les stylos effaçables sont les outils les plus appropriés à cette phase de créativité. Oui, parce qu'il y a toute une phase aussi de réorganisation des idées. Hein. On inscrit sur les post-it aussi pour pouvoir peut-être les déplacer, les organiser, structurer aussi après ces propositions. C'est ça, effectivement. D'accord. Les élèves, quelle est leur réaction dans ce projet? Comment ils le vivent? Ils doivent être un peu surpris, déstabilisés, parce que, bien évidemment, c'est une démarche de créativité, donc j'imagine le champ est assez ouvert finalement. Oui, bien sûr. Donc les étudiants ont d'abord une séance de cours sur l'innovation industrielle et en particulier sur la démarche du design thinking où ils voient rapidement le processus, les grandes phases, mais sans, on va dire, maîtriser les outils du design thinking pour chaque phase, on va dire. Donc ils ont déjà ce premier recul-là, et puis après, quand ils commencent à travailler, la semaine, elle est rythmée par demi-journée sur des activités très spécifiques du design thinking. Donc on ne fait pas plusieurs boucles de design thinking, on en fait en général qu'une seule sur la semaine. Et donc chaque demi-journée est dédiée à une activité, et pour cette activité-là, ils ont des ressources pédagogiques que l'équipe d'enseignants met à disposition des étudiants, notamment sur une phase de brainstorming. Ils ont 2-3 outils de brainstorming qu'ils peuvent facilement mettre en œuvre en 5-10 minutes. Donc au début, ils sont un peu déroutés parce que c'est quand même très vague et exhaustif puisque ça va du besoin au prototypage et aux essais. Mais le fait de bien structurer par demi-journée et de leur fournir des outils au juste besoin facilite la prise en main de la démarche. Oui, il y a tout un ensemble de fiches de ressources pédagogiques qui peuvent venir, qui vont pouvoir se saisir pour chacune des étapes. Et bien sûr, la force et l'intérêt de la démarche, c'est aussi le prototypage, hein, puisque Design Thinking s'appuie aussi beaucoup sur ses réalisations. Hein. Ce n'est pas simplement de la créativité d'idées, hein, mais c'est bien essayer de les réaliser sous forme de prototype et de voir la pertinence de ces idées concrètement. Voilà. Comment les élèves s'y prennent? Quelles ressources vous disposez pour faire ça? Qu'est-ce qu'ils font comme expérience à travers le prototypage? Donc, durant les dernières demi-journées de la semaine, le but c'est de concrétiser les idées qui ont été sélectionnées. Donc au début, il y a beaucoup d'idées. À la fin, on n'en retient que 3. Et les 3 seront prototypés, donc 3 par groupe. Hein. 3 par groupe, oui. Ouais. Donc pour les moyens de prototypage, il y a des moyens de prototypage rapides physiques, que ce soit bien sûr le carton et le scotch, ça c'est le plus traditionnel, mais il y a quand même des ressources plus avancées telles que la découpe laser ou l'impression 3D de pièces, voire même la stratoconception. Donc ça c'est des moyens de prototypage physique. Il y a aussi des moyens de prototypage virtuel comme la modélisation 3D, la simulation de système et voire d'aller jusqu'à, cette année on a expérimenté la réalité virtuelle grâce à notre plateforme visionnaire.
donc où les étudiants peuvent prendre leur modèle 3D et les déployer dans un casque afin d'immerger les utilisateurs finaux dans un environnement réaliste d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire du point de vue utilisateur et tel qu'ils utiliseraient le produit au quotidien. Donc aujourd'hui, ce qu'on pourrait améliorer, ça serait peut-être d'inviter des potentiels utilisateurs qui ont été rencontrés dans la rue en début de semaine, qui ont donné des nouveaux besoins, hein, et de venir les inviter sur le jeudi après-midi, par exemple, pour venir expérimenter ces prototypes-là, ces résultats des premières boucles de design thinking, et d'avoir un feedback utilisateur, puisque c'est une approche de conception centrée sur l'utilisateur. Ouais, et effectivement, tout ça se fait en lien avec un partenaire, hein, en général un partenaire un peu identifié par l'école, hein, puisque c'est le sujet est proposé. Le sujet est proposé par qui? Voilà, expliquez-nous un petit peu. Donc c'est le parrain de la promotion qui est un industriel qui en collaboration, on va définir avec l'équipe pédagogique en général 3 sujets. Les sujets seront attribués souvent de manière aléatoire au groupe étudiant. On essaye de mixer des sujets centrés sur le produit ou sur les processus et les services. Donc voilà, les étudiants se retrouvent autour d'un projet qui est industriel. Donc c'est ce qui motive le plus les étudiants, puisqu'ils ont déjà beaucoup de projets au sein de Grenoble INP Génie Industriel, mais souvent des projets pédagogiques sur des cas d'études très simplifiés. Là, ils ont vraiment la complexité industrielle derrière, et ils ont l'opportunité, plusieurs fois pendant la semaine, 2 fois, on va dire, d'échanger avec des interlocuteurs de l'entreprise partenaire, afin qu'ils puissent récolter un maximum d'informations, que ce soit sur les usages, les contraintes liées aux normes des produits qui sont en train de développer, etc. Ok, très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. De rien, Thomas. Voilà, ça fait envie, on a envie d'y participer. Aujourd'hui, donc, notre thème, c'est les PME. On parle beaucoup d'industrie du futur et généralement, c'est dans les grands groupes. Donc là, on va pouvoir regarder ensemble, pour les PME, qu'est-ce que ça change, comment elles construisent leur futur. Donc, Emmanuel, tu connais bien les PME? Oui. Merci Daniel de m'inviter. Donc oui, je connais bien les PME. Donc je travaille au sein de l'UMN de l'Ain. Donc le syndicat qui représente les industries du territoire de l'Ain. Et en fait, sur le territoire, il y a 80% de PME. Si, voilà, pour simplifier le sujet aujourd'hui, on devait retenir une qualité que présentent les PME et qui peut-être aussi explique leur valeur ajoutée par rapport à des partenaires type grand groupe, c'est vraiment leur capacité à être agile. C'est-à-dire leur capacité à très vite, par exemple, réimplanter un atelier si c'est nécessaire, à très vite se saisir d'une opportunité de type appel d'offres, à être capable de faire du sur-mesure en très peu de temps. Donc je parlais par exemple des camions, donc on peut parler de redesigner une cabine, l'allonger, ajouter des sièges, etc. Donc ça, les PME sont capables de faire ça très très vite. Et c'est ce que recherchent en fait les grands groupes quand ils travaillent avec ces partenaires. Donc dans ce nouveau monde qui s'annonce, d'industrie 4.0, de grands groupes qui changent leurs organisations, qui changent leurs technologies, les PME ont besoin de garder cette agilité. Le défi maintenant, c'est de pouvoir conserver cette agilité. Comment elles vont pouvoir conserver cette capacité-là dans l'avenir, ça va aussi beaucoup passer par les alliances qu'elles seront capables de faire autour d'elles. C'est-à-dire, demain, on sait que voilà, le monde sera, il est déjà très connecté, et ça va demander à ces PME, pour être très agiles, de conserver leur capacité d'innovation, leur capacité de veille, leur capacité de répondre à des problématiques industrielles, et pour ça, de pouvoir créer des alliances, par exemple avec des confrères,
par exemple avec des laboratoires de recherche, mais également au sein des acteurs de leur territoire. On arrive aussi sur le sujet des compétences, parce que pour arriver à à être en lien d'une manière un peu différente avec son écosystème, il va falloir s'appuyer sur des compétences en interne qui doivent évoluer, et puis ces compétences capables de se connecter donc avec des compétences externes pour créer une nouvelle valeur ajoutée. On parle de deux grands défis pour les PME qui sont des défis de poursuivre cette transformation 4.0, d'engager cette transition écologique. Et c'est là où je dirais où pour des ingénieurs, eh bien, il y a des défis très intéressants à relever pour justement conduire ces transformations et jouer un rôle important. Parce qu'on sait que dans une PME, un ingénieur qui rentre dans une PME, très vite il a des responsabilités, très vite il est opérationnel, très vite il est au cœur des décisions stratégiques. Et donc c'est ce qui peut, je pense, attirer un certain nombre de compétences vers ces structures. Il va y avoir aussi un enjeu de faire évoluer le management, c'est-à-dire justement d'être dans un management beaucoup plus en lien avec les attentes des jeunes populations, enfin des jeunes tout court. Donc aller vers un management très participatif, un management justement qui s'appuie sur les projets. Aujourd'hui, il y a des savoir-faire soit innovants qui naissent, soit des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Et c'est là aussi où on voit tout le savoir-faire d'une PME, c'est de parvenir à maintenir ce niveau élevé de savoir-faire. Et c'est pour ça aussi qu'on va chercher une PME, c'est parce qu'elle est très forte sur un sujet précis. Une PME dans l'avenir doit poursuivre ce travail, c'est-à-dire être hyper forte sur un domaine, donc ce qui nécessite aussi de la part du dirigeant et du management d'avoir une vision très claire de où est leur plus forte valeur ajoutée et d'emmener tous les collaborateurs dans cette vision et de la partager, je reviens, largement, donc avec tous les partenaires, fournisseurs, clients, mais encore beaucoup plus large, organes normatifs, politiques, et ainsi de suite, laboratoires, écoles d'ingénieurs, etc. Bonjour, donc je suis Pierre David, enseignant-chercheur à Génie industriel et chercheur au laboratoire GESCOP. Je vais vous présenter un projet qui a été financé par l'ANR, donc des résultats issus du projet LATOP sur la logistique interne 4.0, dans lequel on cherche à répondre à la question « Dois-je introduire du 4.0 dans ma logistique interne ?» Donc la logistique interne est connue pour causer 15 à 70% des coûts de production. C'est une clé de voûte de l'atelier dans le sens où elle vient coordonner tous les ateliers, les stations. Et c'est paradoxalement un des parents pauvres de la stratégie d'investissement des entreprises, comme relevé à différents endroits dans la littérature. On a beaucoup d'exigences vis-à-vis de cette logistique interne. Elle doit être flexible en termes de volume, de fréquence. Elle doit être réactive, on l'espère peu chère, sécuritaire et ergonomique pour les opérateurs, précise, durable, et il y a encore plein d'autres critères qu'on souhaiterait avoir pour une bonne logistique interne. La question de la logistique interne est rebattue avec toutes les innovations disponibles dans l'industrie 4.0. On a de nombreuses nouvelles opportunités techniques, comme l'utilisation de COBO, de Real-Time Location System ou d'AIV qui viennent remplacer les AGV d'autrefois. On peut également citer d'autres exemples comme la réalité augmentée, les aides au picking ou les connexions au Manufacturing Execution System. La question est donc de savoir dans quelle technologie je dois investir pour cette logistique interne 4.0, et donc on est à la croisée de différentes décisions stratégiques. On peut avoir des stratégies d'entreprise, la volonté d'avoir des vitrines technologiques. On a les stratégies logistiques, bien sûr. Est-ce que je gère mes flux en juste à temps? Est-ce que je veux contrôler mes encours, notamment avec des méthodes Kanban? Et il faut également penser à la stratégie d'automatisation, avoir les compétences pour pouvoir gérer ces automatismes et les réseaux de fournisseurs adéquats. Pour résoudre ce problème, on propose d'utiliser une approche système issue des principes de l'IEC ISO 15288, qui est un standard qui décrit l'ingénierie système pour gérer des systèmes en interaction dans un contexte opérationnel exigeant,
qui va mettre en jeu de nombreuses parties prenantes et qui nécessite des expertises variées, ce qui est vraiment le cas de nos Material Handling Systems. Les outils qu'on va utiliser pour conduire ces travaux sont les outils de la métamodélisation, en utilisant des modèles type UML ou SysML, pour à la fois générer des modèles qui vont nous permettre de faire de la simulation, notamment à événements discrets, pour analyser les performances des systèmes qu'on prévoit, et qui nous permettent également de structurer et d'analyser les données du problème pour les traiter ensuite avec des approches de décision multicritères. Ce que nous proposons dans ces travaux, c'est un processus de conception d'un Material Handling System 4.0 qui reprend les grandes phases de l'ingénierie système, de l'analyse des parties prenantes, l'analyse des besoins, jusqu'à la génération et la sélection d'architecture. À l'intérieur de ceci, nous avons deux grandes approches. La formalisation de la décision à travers l'élucidation des critères de décision, l'analyse de la structure de la décision et des aides à l'évaluation des alternatives. Et d'un autre côté, toute la partie accompagnement d'expression des besoins avec l'élicitation des stratégies, les material flow analysis et des méthodes pour générer des alternatives de solutions et évaluer leur performance. Ensuite, ceci doit s'enchaîner avec le processus de déploiement d'un MHS 4.0 avec bien sûr de nouveaux problèmes d'intégration liés aux architectures de communication nécessaires, à des nouveaux algorithmes nécessaires pour la conduite des opérations et des nouvelles coopérations en machine à inventer. Il y a aussi bien sûr des défis sur l'implémentation et la conduite du système avec des demandes technologiques spécifiques aux nouvelles technologies. Pour la partie structuration de la décision, nous avons d'abord élicité tous les critères qui pouvaient intervenir dans la décision de passer au 4.0 pour la logistique interne, donc à travers des interviews de partenaires industriels, une analyse de la littérature, dans lesquelles nous avons eu 61 critères organisés en 11 catégories. Pour la partie structuration de la décision, on s'est appuyé sur la méthode AHP, augmentée de méthodes de création de consensus, que nous avons pu tester avec un partenaire industriel. Pour la partie évaluation des alternatives, on se sert des résultats de cette structuration de la décision avec la méthode AHP et on utilise aussi des résultats de simulation. Les perspectives là-dessus sont d'utiliser du data mining pour analyser les catalogues de solutions techniques. Pour la partie évaluation des performances, on a besoin de nouveaux développements puisqu'on va avoir de nouveaux types de systèmes à tester avec de nouvelles politiques de gestion. Pour générer tous ces nouveaux modèles de simulation, on se base sur une analyse des flux de matière, Material Flow Analysis, basée sur les modèles qui nous permet de générer plein de modèles de simulation dans lesquels on va pouvoir estimer des taux de rupture, des taux de remplissage, des taux d'encours, des temps d'attente, etc. De nouvelles questions se posent sur l'implémentation de ces systèmes 4.0. On va avoir besoin de nouveaux protocoles de communication en termes de fréquence, de partage. On va devoir imaginer une nouvelle politique de gestion avec des ordonnancements dynamiques, des routages adaptatifs et piloter des systèmes autonomes. Regarder comment définir les routes, distribuer les missions ou la cohabitation avec les opérateurs. Et c'est ce que nous pourrons tester sur notre nouvelle plateforme Operations Management. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Bonjour Pierre, merci pour la vidéo de présentation du projet que tu as lancé récemment là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de ce projet ? Oui, merci pour ta question Bernard. Du coup, ce projet il suit un autre projet qu'on a mené pendant 5 ans qui était sur l'analyse du niveau d'automatisation des systèmes d'assemblage. Donc ça, c'était des questions qui se posaient bien avant tout l'avènement de l'industrie 4.0. C'est des sujets qui sont nés dans les années 70 où on réfléchissait à quelles fonctions on va faire faire aux robots, quelles fonctions on va faire faire aux humains, avec pas mal de travaux qui étaient focalisés sur l'analyse d'un système en particulier, d'une fonctionnalité en particulier. Donc sur ce projet-là, sur les systèmes d'assemblage, nous ce qu'on a amené de nouveau, c'était une vision globale de ce que ça donnait à l'échelle de l'atelier. Donc on avait développé des méthodes pour faire de l'analyse de coûts sur l'automatisation complète de la ligne d'assemblage, la distribution des tâches entre les humains et les robots. Le but, c'est pas de mettre des robots partout à tout prix, mais c'est de trouver le bon équilibre. Donc on avait développé pas mal de méthodes pour générer des modèles, pour faire des analyses de coûts, de performance sur le thème des systèmes d'assemblage.
Et la question est venue ensuite assez naturellement chez les industriels avec lesquels on travaillait, dans les visites d'entreprise qu'on faisait, sur également le même type de questions qui se posaient sur les aspects de logistique interne. Alors justement, à propos de logistique interne, hein, la nature du projet, c'est vrai qu'un projet de recherche, il faut forcément qu'il ait des limites et un contour, mais alors pourquoi s'être focalisé sur la logistique interne? Est-ce que l'industrie 4.0 n'a pas aussi des choses à voir avec la logistique plus globale, la supply chain? Donc c'est sûr que la question globale qui peut entourer tous ces projets-là, c'est est-ce que je dois investir dans les technologies de l'industrie 4.0? Quelle est ma stratégie pour faire ça? Et donc dans la littérature, dans les pratiques même industrielles, ce qu'on trouve actuellement, c'est pas mal d'approches globales de diagnostic. On va essayer de voir où on en est dans le 4.0 dans notre entreprise, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir. On a des collègues du labo, hein, notamment Fabien Mangione, qui développent ce type d'approche avec voilà, des approches de questionnaires, diagnostic, analyse des pratiques de l'entreprise, pour avoir vraiment une vision globale sur tous les services, donc de la production, de la supply chain, comme tu l'as dit. Ce qui est difficile avec ces approches-là, c'est qu'on va avoir du mal à descendre à des niveaux opérationnels, vraiment décider ce que je vais faire pour telle activité dans mon atelier, telle machine, etc. Donc nous, ce qu'on propose avec ces projets-là, c'est d'avoir un éclairage complémentaire, donc, qui viendrait en fait un peu se marier avec ces approches-là, cette fois-ci en partant du terrain, d'une problématique technique dans l'atelier, et de voir ce que ça peut donner. Donc le sentiment qu'on a, c'est que voilà, c'est vraiment des approches qui vont se compléter l'une à l'autre. Alors comme toutes les nouvelles approches hein, qu'on met en place, la question qu'on se pose inéluctablement, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Donc quels sont un peu les critères de validation, quels sont un peu voilà, les outils de validation qui vont permettre de dire bah oui, ce qu'on a fait, ça marche. Oui. Donc ça, la validation des recherches scientifiques et des propositions qui sont faites, c'est vraiment un point dur dans tout le domaine de l'ingénierie système. Dès qu'on propose des nouvelles méthodologies d'ingénierie système, des nouveaux outils, etc., c'est extrêmement difficile de les valider. Parce que dans l'absolu, il faudrait faire travailler des équipes projets qui soient comparables sur des projets comparables et voir à la fin les outillés et les non-outillés, lesquels ont été le plus performants, sur quels critères, etc. Donc c'est extrêmement difficile à mettre en place, c'est dur d'avoir les ressources, c'est dur d'avoir les entreprises qui veulent faire ça, d'avoir les projets qui s'y prêtent. Donc on essaie de trouver d'autres moyens pour avoir des validations ou à minima des vérifications de ce qu'on fait. Donc pour tout ce qui est proposition d'ontologie, de modèles qui vont représenter un peu un domaine de connaissance, là on peut vérifier qu'on couvre déjà ce qui était présent dans la littérature ou dans les pratiques, qu'on sait faire d'une façon un peu différente de ce qui se faisait déjà avant. Pour ce qui est génération de modèles, on va pouvoir comparer les modèles qu'on génère entre eux, on va avoir des aspects techniques. Par contre, tout le reste, l'utilisabilité, le gain de temps qui est acquis grâce à ces méthodes, on cherche vraiment beaucoup à se rapprocher de partenaires industriels. Donc on est toujours en recherche, on est toujours ouvert à des collaborations pour tester les méthodologies sur des projets. Donc c'est ce qu'on a fait nous dans cette ANR. On fait toujours pas mal d'allers-retours avec des industriels pour faire des études de cas, récupérer vraiment les critères de décision qui existent dans leur terrain à eux, être sûr de les introduire et de voir avec eux ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les méthodes qu'on propose. Et donc vraiment les allers-retours terrain, c'est ce qui nous permet d'arriver à une validation un peu des propositions scientifiques, même si c'est un peu moins fort que dans des approches beaucoup plus formelles. Voilà, et comme dans tout projet de recherche, hein, on dit toujours qu'on arrive à répondre à une question, mais que forcément on ouvre des dizaines de questions derrière. Donc justement, à la fin de ce projet, quelque part, vous aurez répondu à un certain nombre de choses, mais est-ce que ça ne va pas ouvrir d'autres problématiques, ouvrir sur d'autres thèmes de recherche? Est-ce que ce que vous allez faire là ne va pas générer en fait d'autres questions? Oui. Donc cette question, à toutes les ouvertures qu'on a sur ce projet-là, comme d'habitude, il y a 1000 idées qui sortent un peu de ça. Donc il y a des premières idées qu'on a, c'est vraiment d'utiliser les modèles qu'on génère, notamment pour l'analyse de performance, pour aider à la génération, la mise en place de jumeaux numériques, qui vont être également très importants dans l'industrie du futur, parce qu'en fait on va utiliser le même type de modèle. Et il y a beaucoup de défis actuellement sur créer ces jumeaux numériques avec des techniques et des coûts acceptables par les industriels. Donc on peut se servir de nos techniques pour faire ça. Et également, on regarde une grosse tendance actuelle qui est notamment avec l'utilisation de ces robots mobiles qui nous permettent de découvrir en fait la map, de découvrir la structure du système de production. Et on peut également générer du jumeau numérique en analysant les traces, les enregistrements des activités que vont faire
ces systèmes automatisés communicants. Donc ça, c'est un autre aspect qui nous intéresse fortement. Après, il y a tous les aspects de renouveau, des politiques d'ordonnancement, d'adaptation en temps réel qu'on peut faire avec justement tous ces systèmes communicants en plus qu'on va avoir. Donc là, on réfléchit à tout ça avec des collègues comme Zakaria Yaouni. On va déjà lancer des étudiants de master dessus. Et un dernier grand thème qui nous intéresse particulièrement, c'est les aspects éthiques dans la mise en place de cette industrie 4.0. Il y a énormément de choses qui bougent actuellement dans les communautés françaises et internationales du génie industriel pour vraiment prendre en jeu les enjeux éthiques. Est-ce que je dois vraiment récupérer des infos sur mes opérateurs, sur mes systèmes, à quel point c'est décent de les remplacer ou non par certains systèmes automatisés, quel est le type de tâches que je leur laisse à faire, est-ce que ce n'est pas dégradant pour leur activité de tous les jours, etc. Donc c'est des sujets en tant que chercheurs et en tant qu'hommes qui nous intéressent particulièrement. On ne veut pas faire n'importe quoi avec ces nouvelles technologies, donc ça c'est un dernier enjeu fort qui nous motive. Merci beaucoup Pierre pour ces compléments. Merci Bernard. Yo les kids, vous connaissez le BDA? BDA GI? Je vais vous montrer. Donc moi c'est Esteban Noah et cette année je suis président du BDA. Le BDA c'est le bureau des arts, donc on s'occupe de tout ce qui est artistique pour les élèves, donc soutenir leurs projets si jamais ils ont besoin ou les accompagner s'ils sont en manque de matériel ou quoi que ce soit. BDA c'est aussi le cinéma et plein d'autres arts visuels vachement rigolos. Michel, tu me pètes les avec ton projo pour deux raisons. La première, la deuxième... Et c'est aussi le bureau de la musique, vous entendez? Et oui, je chante toute la journée. Jusqu'à bas du thème. Pour ce qui est du BDA, on a quelques événements qui sont prévus, notamment avec d'autres écoles. On va s'occuper de tout ce qui est remise des diplômes cette année. On va essayer de rattraper le retard que nous avons pris avec le Covid, donc on va organiser 2 remises des diplômes cette année. Nous nous occupons aussi de, par exemple, la fresque au foyer, qui représente le projet sur une année entière de certains élèves du génie industriel. Le BDA, c'est le bureau de tous les arts, même ceux non homologués ou qui n'ont pas encore été inventés. Eh oui, on est très créatifs au BDA. Donc au BDA, on encourage toute forme d'art, donc que vous fassiez de la musique, de la danse ou de la peinture ou du dessin. Ça peut être bien de s'inscrire au BDA. Vous aurez beaucoup d'aide, beaucoup de matériel à disposition. Nous avons notamment une salle musique. Aussi à savoir qu'au génie industriel, le BDA recrute sur volontariat. Du coup, vous aurez forcément en majorité des gens très motivés pour porter le bureau le plus loin possible. Nous avons sélectionné les meilleurs membres grâce à cette machine que j'ai confectionnée moi-même et que Michel va vous expliquer maintenant. En réalité, Michel ne vous dit que des conneries. Vous voyez cet objet? Il ne sert à rien. Un peu comme si on listait pour être au BDA. Au BDA, il n'y a pas de critères de sélection. Regardez-moi comment je suis nul. Et pourtant, tout le monde m'aime au BDA. Vous voyez ces types? Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Ils sont tous au BDA. Le BDA, c'est vraiment trop bien. En bref, rejoignez le BDA et vous aurez tout ce dont vous avez jamais rêvé. Et ouais, c'est comme ça chez nous. Allez.